juriste, un constitutionnaliste à cet examen de cet acte d'union de 1840 qui m'a d'ailleurs permis d'en apprendre encore davantage sur cette loi constitutionnelle et de faire une comparaison qui est très rarement faite entre des lois constitutionnelles de cette époque-là. On compare beaucoup la loi constitutionnelle de 1867 et celle de 1982, mais retourner avant 1867, c'est comme Robert l'a dit, quelque chose que ne font pas et n'ont pas beaucoup fait les juristes non plus. Ça m'a aussi permis de revenir à mes amours, de revenir à Canada-Québec synthèse historique, parce que moi j'ai grandi, en tout cas j'ai étudié avec Canada-Québec synthèse historique et je pense qu'on doit être collectivement très reconnaissant avec la courtière Jean Provencher, Denis Bourgeois, d'avoir créé cet ouvrage, je pense, qui a formé des générations et qui continue de former des générations de personnes qui donnent, je crois, de l'importance à l'histoire nationale du Québec. Alors, je voudrais faire une intervention en trois points, j'espère qu'ils seront brefs. J'ai préparé aussi un tableau comparatif que je voudrais vous présenter, commenter brièvement. Mais je vais commencer par parler d'une question qui m'intéresse beaucoup au moment où je fais des recherches sur la notion de pouvoir constituant. Qui détient le pouvoir de faire une constitution dans une société? Parce qu'il y a des enseignements intéressants qui nous viennent de cette histoire qui se déroule entre 1791 et 1967. Je dirai quelques mots là-dessus. Je commenterai le tableau comparatif que j'ai préparé et je dirai un mot sur l'idée que dès 1867, on pouvait se doter d'une constitution de la province de Québec, ce qu'on n'a pas vraiment fait, en tout cas au plan formel. Et peut-être qu'en terminant, pour rendre hommage à M. Parizeau, qui nous a quittés, je vous raconterai une petite histoire au sujet de l'intérêt que Jean Parizeau avait pour la Constitution et les questions constitutionnelles, et en particulier l'idée de doter le Québec de sa propre Constitution. Alors d'abord, quelques idées sur le pouvoir constituant. Vous savez que c'est quelque chose qu'on connaît moins, que, en tout cas les juristes cherchent à comprendre qui détient le pouvoir d'adopter une constitution dans une société. Il y a des grands théoriciens du droit constitutionnel qui ont distingué entre le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé. Le pouvoir constituant originaire étant ce pouvoir qui dérive, qui est un pouvoir que détiennent les sociétés en dehors du droit. Qui les amène à constituer une société et à la doter d'une constitution écrite parce qu'on le fait pour constituer une société, pour donner suite à une révolution ou pour exercer et donner un contenu juridique à l'exercice, par exemple, d'un processus d'autodétermination. Et donc, c'est l'idée que la Constitution naît d'un processus qui n'est pas régi par le droit, par une Constitution qui dit qui peut faire la Constitution et qui dit comment, par exemple, on peut la modifier et l'amender. Et ce qui est intéressant dans ce qui s'est produit en 1840 et entre 1840 et 1967, c'est que finalement, il y a un certain nombre de personnes et de personnalités politiques qui se sont investies du pouvoir d'adopter une constitution. Parce que la Constitution de 1791, qui est probablement des premiers actes constitutionnels qui intéressent le bas et le haut Canada, ou en tout cas les gens qui deviennent des bas canadiens et des hauts canadiens, n'est pas un processus auquel participent, en tout cas, les historiens me corrigeront, de façon très importante. Et c'est vrai aussi pour 1840, bien qu'en 1840, en tout cas, les hauts canadiens, ils sont associés au processus d'adoption
de l'acte d'union. Il y a même des votes dans l'Assemblée législative et le Conseil législatif du Haut-Canada. Vous le savez comme moi, les historiens nous apprennent que puisque le Bas-Canada n'existe pas, c'est le Conseil spécial qui est consulté pour déterminer si on est d'accord ou non avec l'acte d'union. Mais en tout cas, il n'y a pas de processus qui finalement associe des élus, des personnalités à l'adoption d'un acte constitutionnel qui est l'acte d'union de 1840. Mais entre 1840 et 1867, il y a un processus qui naît. Il y a un processus qui amène les représentants de la province du Canada, ceux qui siègent à l'Assemblée législative et au Conseil législatif de la province du Canada, né de l'acte d'union, un processus qu'ils font émerger pour faire adopter une nouvelle constitution qui va remplacer l'acte d'union. Et ce sont des initiatives de ces parlementaires qui nous amènent à la conférence de Charlottetown, ensuite à la conférence de Québec, qui élaborent et statuent sur des résolutions, et notamment les 60 résolutions de la conférence de Québec. Et ce processus donne lieu à un vote au Parlement du Canada uni, de telle sorte que je pense qu'on pourrait penser, on pourrait dire que ces représentants de la province du Canada se sont investis d'un pouvoir originaire constituant et ont créé une première constitution en élaborant et en dotant ce qui allait donc devenir le Dominion du Canada d'une constitution, et en exerçant donc un pouvoir originaire. Et la Constitution de 1867, la Constitution, la loi constitutionnelle de 1867 est celle qui, finalement, parce que le texte contient et réfère au pouvoir constituant dérivé, est celle qui identifie pour l'avenir qui va pouvoir modifier la Constitution telle qu'elle a été adoptée, bien qu'il y ait une partie de la Constitution qui ne peut être modifiée que par l'ombre, parce qu'on ne s'entend pas en 1867 sur qui peut modifier, en tout cas, certaines parties importantes de la Constitution. Et on prévoit d'ailleurs, c'est intéressant, un pouvoir constituant dérivé pour les provinces qui ont le droit d'adopter leur propre constitution, ou en tout cas qui ont le droit de modifier leur constitution, ce qui implicitement veut dire qu'ils peuvent adopter leur constitution. Alors donc ça c'est une réflexion, je pense, qui mérite d'être poursuivie. En tout cas moi comme constitutionnaliste, cette question du pouvoir constituant, qui détient le pouvoir, qui s'est doté du pouvoir et comment il dérive des textes constitutionnels, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il vaut la peine de continuer de réfléchir et de travailler. Alors, quand on compare les deux textes, je vous ai fait un tableau comparatif, il y a des choses qui frappent là, dans la comparaison. D'abord, je ne sais pas si vous avez déjà su ça, je le mentionnais à Robert tout à l'heure, mais l'acte d'union de 1840, vous savez qu'à la fin du 19e siècle, on lui donne comme titre The British North America Act. Est-ce qu'il y en a qui savent que l'acte d'union de 1840 a été réintitulé en 1896 le British North America Act? Et ça montre qu'est-ce qu'on avait à l'esprit au Royaume-Uni. C'était qu'on créait un British North America en 1840. Et on unissait le Bas-Canada et le Haut-Canada pour faire le British North America. Et en 1867, c'est le titre qu'on donne à ce qu'on appelle aujourd'hui la loi constitutionnelle de 1867, dont le titre a été changé par la loi constitutionnelle de 82. Je vous ai mis les dates d'adoption et d'entrée en vigueur de ces deux lois, et quand on fait un examen comparé, on se rend compte que l'acte d'union est un texte très court, de 62 articles,
alors que la loi constitutionnelle de 1867 est beaucoup plus longue, il y a 147 articles. Ce qui s'explique notamment par le fait qu'on est on est devenu une fédération, cette Dominion du Canada est une fédération, et il y a de nombreux articles qui portent sur le partage des compétences entre le Parlement du Canada et les législatures des provinces. Alors, j'ai choisi 3 séries de dispositions pour comparer les deux textes. L'article 1er qui comprend une déclaration de l'Union. Mais de quelle union? De l'union du Haut et du Bas-Canada en une seule province, les 2 provinces du Haut-Canada et du Bas-Canada devenant une seule et même province, la province du Canada. C'est intéressant de voir que dans le texte, il est nulle part question du Canada uni, il est encore moins question du Canada ouest et du Canada est dans le texte même de la Constitution. Alors, les historiens et les historiennes nous éclaireront sur qu'est-ce qui est arrivé dans le vocabulaire pour qu'on se détache du texte constitutionnel puis qu'on finisse par utiliser et adopter cette notion de Canada uni, de Canada Est et Ouest. Ça m'intéresserait de le savoir de la part de nos collègues historiens et historiennes. Alors, dans 1867, l'Union, pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas, c'est une union entre la province du Canada, donc cette province qui a été créée en 1840, et 2 autres colonies qui étaient la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Vous savez que l'île du Prince-Édouard, où a pourtant eu lieu la première conférence, une espèce des constituants, des premiers constituants se retirent du processus. Et donc, c'est une union à 4 et c'est une union de type fédéral par opposition à l'union législative qui était l'union de 1840. Et donc, et on précise à l'article 6 de la loi constitutionnelle de 1867 que la province du Haut-Canada devient la province d'Ontario, la province du Bas-Canada devient la province de Québec. Remet d'ailleurs dans les textes juridiques la province de Québec qui existait au moment où on avait adopté l'acte de Québec en 1774. Alors, Josiane, si tu peux descendre un petit peu. Alors, donc ça, c'était, je voulais comparer, je voulais quand même... C'est ça, dans l'autre sens? OK. Voilà. Bon, alors, une des choses qui distingue les 2 constitutions, ces deux lois constitutionnelles, c'est bien sûr le partage des pouvoirs. Et dans l'acte d'union de 1840, il y a une seule disposition sur le partage des pouvoirs en réalité, et c'est une disposition qui prévoit qu'il y a un Parlement, donc avec 2 chambres, le Conseil législatif et l'Assemblée, et qui a tous les pouvoirs pour faire des lois pour la paix, le bien-être et le gouvernement de la province du Canada. C'est intéressant, parce qu'on va retrouver cette formule. Elle existait déjà dans les textes antérieurs, mais on la retrouve là, puis on la retrouve encore dans la loi constitutionnelle de 1867. Alors, donc, on a un Parlement qui a tous les pouvoirs. Là. Il n'y a pas de partage des compétences, parce que, justement, il n'y a plus 2 parlements, il n'y a plus 2 assemblées, 2 conseils. Alors que la différence fondamentale entre les 2 lois, c'est qu'on a dans la loi constitutionnelle de 1867 un partage des compétences fédératif où on distingue les compétences du Parlement du Canada, l'article 91. Et juste pour vous donner une idée, il y a 29 catégories et matières de compétences pour le Parlement du Canada. Il y en a 16 pour les législatures des provinces. Et une des choses qui est importante au plan constitutionnel, c'est que l'article 91, paragraphe 1, qui a été abrogé par la loi constitutionnelle de 1982, est celle qui prévoyait le pouvoir constituant fédéral parce qu'il permettait au Parlement du Canada de modifier la Constitution du Canada, en partie dans les domaines qui relèvent de la compétence du Parlement du Canada, mais avec des exceptions.
Et vous voyez qu'il y a un certain nombre d'exceptions, et notamment des exceptions relatives au partage des compétences et aussi à l'utilisation du français et de l'anglais qui ne pouvaient pas faire l'objet d'une modification unilatérale par le Parlement du Canada. Et on a aussi une clause résiduaire qui permet au fédéral d'avoir les compétences qui ne sont pas énumérées ni dans l'article 91 et dans l'article 92, ce qui est tellement important pour la suite des choses parce que dès lors qu'une question n'était pas mentionnée, énumérée, cette matière devenait fédérale, comme la radio, les communications, plus récemment la communication, l'Internet et d'autres matières. Alors si on descend un petit peu plus loin, l'article 92, qui reconnaît des pouvoirs exclusifs aux législatures provinciales, prévoit aussi que les provinces ont un certain nombre de pouvoirs, un des plus importants étant mentionné à l'article 16, au paragraphe 16 de l'article 92, les matières d'une nature purement locale et privée dans la province qui a permis, surtout à des juges du comité judiciaire du Conseil privé de Londres, d'assurer un certain respect du partage des compétences. Et je voulais quand même vous signaler que l'article 92.1 est celui qui crée le pouvoir constituant dérivé des provinces qui peuvent, en vertu de cet article-là, modifier leur fonction et donc s'en donner une. Et vous savez que les provinces n'ont pas beaucoup exercé ce pouvoir pour se doter d'une constitution formelle. Seule la Colombie-Britannique, vous savez, a une constitution provinciale formelle qu'elle a depuis son entrée dans la Fédération en 1871. Et le Québec, comme vous le savez, n'a jamais décidé, lui, de se doter d'une constitution à l'intérieur du Canada. Il y a eu beaucoup de débats sur une portion d'un Québec souverain, mais il y en a sur la constitution interne du Québec, et c'est possible parce que l'article 92.1 le prévoyait, et cet article a été abrogé, mais remplacé par l'article 45 de la loi constitutionnelle de 1982, qui reconnaît aussi ce pouvoir constituant aux provinces de se doter d'une constitution. Alors, je veux juste vous rappeler, vous signaler que si on peut faire une autre comparaison, qu'il y avait un pouvoir de désaveu puis un pouvoir de réserve dans l'acte d'union de 1840, puis il y en avait un aussi dans la loi constitutionnelle de 1867, un pouvoir de réserve et de désaveu aux articles 56 et 57. Ces pouvoirs seraient devenus caducs, là, mais ils sont encore là, hein? Et à chaque fois qu'on adopte une loi ou qu'on veut adopter une loi qui pose problème, il y a toujours quelqu'un qui nous rappelle, comme on l'a fait pour la loi 101 et récemment pour la charte des valeurs, là, qu'on pourrait toujours la désavouer et la réserver. Dernière chose, je voulais quand même vous signaler qu'à l'article 41, qui disait que seule la langue anglaise peut maintenant serait la langue des documents là, un peu plus bas, Josiane, seule la langue anglaise, l'unilinguisme anglais serait la langue des records là, de la législature. On tolérait le français comme langue qu'on pouvait utiliser au Parlement, là, et donc c'est pas tout à fait exact, on pouvait pas que le français avait complètement été aboli, là. Mais l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867 nous ramène dans un bilinguisme institutionnel pour les institutions fédérales, mais aussi pour l'Assemblée législative du Québec. Et cette loi-là, bien qu'elle ramène le bilinguisme, et cet article-là, il permet l'utilisation du français à la Chambre des communes, puis consacre l'utilisation du français à l'Assemblée législative du Québec. Je vous rappelle que c'est ce même article qui a été la source que la Cour suprême du Canada a utilisée pour déclarer inconstitutionnel de nombreux articles de la Charte de la langue française de 1977. Alors, c'est la comparaison que je voulais faire. Et sur la question, c'était ma troisième remarque, je vais très bref. Ben, moi, vous savez, j'ai toujours été partisan que le Québec se dote d'une constitution. On peut le faire. On peut le faire même si on n'est pas on n'est pas souverain. J'ai toujours cru que c'était peut-être une façon de s'autodéterminer et peut-être que ça pourrait être une façon de montrer aux Québécois là, que ce qu'ils veulent dans leur constitution, à tous les plans, au plan des droits fondamentaux, au plan des institutions,
c'est quelque chose qui démontrerait qu'on veut et on a besoin de l'indépendance pour ce qu'on veut dans notre propre Constitution. Et moi, je vais continuer mon combat là, pour doter le Québec d'une Constitution en espérant que la Constitution qu'on aura en définitive sera celle d'un État souverain. Et juste un mot, Robert, pour parler de M. Parizeau. Ça va prendre une minute. Je pense qu'on est tous un peu tristes et nostalgiques du départ de M. Parizeau. Il mérite ces funérailles nationales qu'on est en train de préparer. Je veux juste vous raconter une histoire qui m'a vraiment touché. Un jour, M. Parizeau dit « Ah, ben là, il faut qu'on travaille sur une constitution québécoise, puis il faut, dans le cadre d'un Québec souverain, puis il faut avancer là-dessus. Il faut vraiment peut-être penser que c'est la formule, c'est une des formules qu'on pourrait utiliser pour devenir un pays. » Alors, je prends le téléphone, je suis vraiment content que j'ai dit ça, parce que moi, je pense ça depuis longtemps. Et je lui demande, est-ce que vous pourriez lire un projet que j'ai écrit? Je vous l'envoie, là, puis j'aimerais ça avoir vos commentaires. Alors, je lui envoie, pas de nouvelles, pas de suite, peut-être un coup de fil, monsieur. Je voudrais vous parler, je vais vous rencontrer. Et là, il me convoque à ce restaurant de la place du Puy, qu'il aimait fréquenter, parce que c'est pas très loin de son bureau des Archives nationales. Et là, je suis vraiment convoqué, là, puis il sort d'une petite serviette le projet de constitution que je lui avais envoyé, avec des annotations incroyables. Il y avait annoté presque tous les articles. Il y avait des points d'interrogation. Il voulait savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Il y avait des flèches. Il voulait savoir le lien entre cet article et cet autre article. Bien sûr que moi, j'ai voulu et tenté de répondre à toutes ces questions. Et j'étais vraiment touché, marqué. Et je me suis rendu compte que M. Parizeau était quelqu'un qui avait une vision vraiment globale du Québec. On le connaissait comme un économiste, on le connaissait comme quelqu'un qui avait au sein de l'État québécois exercé toutes les fonctions, et je le découvrais comme quelqu'un intéressé par la Constitution, et quelqu'un avec lequel j'ai eu probablement les discussions les plus intéressantes sur ce qu'est une Constitution, ce que devrait contenir la Constitution d'un Québec. Et ça, c'est une histoire que je voulais partager avec vous. Elle m'a beaucoup touché. C'est un homme qui nous a beaucoup touchés. Merci. Trouvé par le doc, là, ce qui, à mon avis, serait dans l'ordre des choses. Alors là, il y a des contradictions entre notre Constitution et la Constitution du Canada, là, avec toutes ces lois constitutionnelles et celle de 1767, de 82,